Bonjour à tous ou rebonjour à tous pour ceux qui n'avaient pas suivi la première session avec Jean Z. Notre matinée de la journée professionnelle va continuer et donc on va avoir le plaisir d'accueillir Vincent Salin, qui est un créateur, concepteur de jeux vidéo, qui a créé entre autres Somewhere, The Vote Papers en 2018, qui va nous expliquer plus précisément en fait le rôle de la création, de la conception de jeux vidéo, le développement de jeux vidéo. Voilà, plus cet aspect, j'allais dire, création. Donc, on va le laisser intervenir. Je pense qu'il est en ligne, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé la liste des participants. Oui, bonjour, je suis là. Bonjour. Et j'espère qu'on n'écorche pas votre nom parce qu'on s'est posé la question, est-ce que c'est Salin, Salaoun? C'est Salin, c'est tout à fait ça. C'est Salin. Bon, bah, voilà, on n'avait pas tout à fait tort. Voilà. En tous les cas, bah, je vous laisse intervenir. Et puis, bah, la même chose que pour l'intervention précédente, je pense que les participants pourront ensuite, j'allais dire, vous poser des questions en fin d'intervention, si vous le souhaitez. Alors, est-ce que vous voyez la présentation? Oui, très bien. Ok, très bien. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à cette matinée. Donc moi, effectivement, je vais vous parler plus spécifiquement de Somewhere, un jeu que j'ai créé, que j'ai sorti il y a 3 ans maintenant. C'était au printemps 2018, et donc qui est un jeu mobile sur Android et sur iOS, et qui a la particularité d'être un jeu vidéo purement textuel. Donc à travers cette présentation, je vais un petit peu vous narrer un petit peu cette expérience de conception, un petit peu les embûches auxquelles on a fait face, et puis les défis un petit peu qu'on a dû surmonter pour voilà, réussir à essayer de faire en tout cas un objet vidéoludique digne de ce nom. Je ne sais pas si on a réussi, mais bon, voilà, en tout cas, je vous laisserai juge. Alors, Somewhere, qu'est-ce que c'est? En fait, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde le trailer. Bon, je ne sais pas trop ce que ça va donner en termes de qualité. De toute façon, après, on rentrera dans le vif du sujet. Donc, je lance le trailer maintenant, et puis on se retrouve dans 1 minute 20. Ok, c'est bon, on a réussi à s'en sortir. Bon voilà, alors ça donne un petit peu un aperçu du jeu. Donc comme je vous le disais, c'est un jeu textuel. Donc là, ce que vous avez en face, c'est les 5 visuels en fait qui sont présents sur les stores d'Apple et de Google, et qui voilà, qui mettent un petit peu en image en fait justement un objet vidéoludique qui n'en comporte aucune, mais voilà, pour essayer un petit peu de donner un petit peu l'ambiance et qu'on va retrouver dans le jeu, et donc dans l'histoire qu'on va vivre avec donc ce personnage principal, cette jeune femme, cette journaliste qui s'appelle Kat. Voilà, donc c'est un jeu, je le disais, qui est sorti il y a 3 ans, qui a eu de nombreuses sources d'inspiration que j'évoquerai plus tard.
Et c'est un jeu donc purement textuel, à la manière des livres dont vous êtes le héros. C'est quelque chose qui a été mentionné tout à l'heure. Donc vous allez en fait faire des choix de dialogue, faire des choix en fait dans l'histoire qui vont ensuite plus tard avoir des conséquences. Donc ça se présente tout simplement sous la forme d'une application de messagerie. Vous voyez, c'est vraiment très sobre. Voilà, donc là c'est là où on voit que moi je suis développeur et pas graphiste. Donc c'est un projet qu'on a mené à deux, que j'ai mené avec mon ami et associé Thomas qui était à l'écriture, et moi j'étais à la technique, puisque c'est mon travail de développer. Voilà, et donc ce qu'on a essayé de faire avec ce jeu, c'est effectivement déjà de raconter des choses, parce qu'on avait, il y a des sujets en fait qu'on voulait évoquer. Alors Somewhere, ça parle de surveillance de masse principalement, et aussi de privatisation du vivant. On a été assez marqué par l'affaire Snowden en 2013 et on a commencé à écrire le jeu et à y réfléchir sérieusement vers fin 2015, début 2016. Et puis en fait, c'est un développement qui aura duré en tout 1 an et demi à temps plein pour 2 personnes. Donc voilà, là on peut voir déjà différentes mécaniques de jeu. Alors, euh, en fait, il y a plusieurs choses qu'on a essayé de faire en fait par rapport à d'autres jeux du genre hein, qui existent et qui existaient avant Somewhere. On n'a rien inventé, mais c'est d'inscrire ce jeu dans le réel et dans le monde dans lequel on vit. Donc c'est pas de la science-fiction en fait, on parle de faits réels. Alors on évoque la NSA et Monsanto principalement, qui sont des entreprises, des structures en tout cas qui sont assez inquiétantes. Enfin, en tout cas, c'est notre ressenti. Et donc, on parle d'eux, on les mentionne jamais, mais c'est un petit peu le sujet principal. Voilà. Donc Somewhere, c'est un polar. Donc, comment ça se passe concrètement? Vous êtes contacté par Kat, en gros, qui vous envoie en gros un texto en pensant s'adresser à un contact qui pourrait l'aider, sauf qu'elle n'a pas le bon numéro et ça tombe sur vous. C'est un peu ça le pitch du jeu. Voilà, vous allez devoir l'aider ou pas. Hein. Dès le début du jeu, vous pouvez faire le choix de ne pas l'aider. Et donc, dans ce cas-là, bah, ça va être game over très, très rapidement. Donc voilà, on a essayé de faire quelque chose de réel, enfin de réaliste, pardon, dans la mesure où on va proposer jusqu'à 4 choix de dialogue aux joueurs et aux joueuses pour essayer de sortir un petit peu d'un système binaire, pour le coup, qui est le plus souvent adopté dans ce genre de format de jeu vidéo. Donc c'est oui ou non, blanc ou noir, et voilà, nous on voulait rajouter un petit peu de subtilité, ce qui a forcément engendré un certain nombre de complications au niveau de l'écriture. On le savait que du coup on se mettrait peut-être des bâtons dans les roues. Effectivement, c'était confirmé, c'était extrêmement compliqué à mettre en œuvre, même si bien évidemment en fait quand on parle d'une histoire comme ça non linéaire et d'une histoire en branchement, chacun des choix de dialogue ne va pas déboucher sur une branche narrative particulière. Sinon, en fait, vous imaginez bien que c'est très très rapidement immaintenable. Mais du coup, ça nous a obligés à rajouter de la nuance dans les choix et donc dans les réactions de Kat et d'autres protagonistes, parce qu'en fait, il y a plusieurs personnages avec lesquels on est en contact dans ce jeu. Le fait de rajouter un petit peu cette nuance dans les dialogues et dans les choix, ça nous a obligés également à créer un petit peu de variation au niveau des réactions de Kat pour voilà, que le tout soit réaliste. J'en parlerai peut-être un peu plus en détail plus tard, mais ce qui est important dans ce genre de jeu, dans ce genre de format, c'est que les joueurs comprennent que leurs choix ont des conséquences. Alors, quand je parle de conséquences, je parle de vraies conséquences à court ou moyen terme dans l'histoire du jeu. Mais également, en fait, comme je le disais, en fait, on peut pas en fait créer une histoire où chaque choix a une conséquence, ce qui nous amène en fait à donner l'illusion du choix.
et l'illusion de la conséquence pour le coup. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un point sur lequel on a investi pas mal d'efforts, voilà, et notamment parce que voilà, on avait fait ce choix d'avoir entre 2 et 4 possibilités dans chaque situation. Donc là, ce qu'on peut voir déjà dans les captures d'écran, j'espère que c'est à peu près visible. Alors, vous n'arriverez sûrement pas à lire, c'est peut-être un peu petit. En plus, je crois que c'est la version, non, c'est la version française. Toujours est-il que voilà, on voit déjà différentes mécaniques de jeu qui apparaissent. La première, enfin en tout cas au niveau de la deuxième capture d'écran, on voit qu'il y a des choix qui sont parfois en temps limité dans des situations d'urgence. On a des situations également où en fait on va devoir utiliser, en fait on essaie de tirer parti vraiment des capacités du support technologique sur lequel le jeu peut se jouer, donc à savoir le smartphone. Et donc on a essayé de tirer en fait un maximum parti des capacités du smartphone pour rendre l'histoire la plus immersive possible. Ce qui nous intéressait vraiment dans ce projet, c'était presque d'arriver à parfois donner le doute aux joueurs, de savoir si c'était vraiment réel ou pas. Alors, on a reçu des mails, enfin voilà, moi ça fait 3 ans que le jeu est sorti et il n'y a pas eu une journée qui s'est passée sans que j'ai un message, un commentaire ou un mail ou une note sur le store en lien avec ce jeu. Comme quoi il a quand même marqué, il a quand même trouvé son public d'une certaine manière et puis euh, il a marqué un petit peu les esprits, en tout cas chez certains joueurs. Voilà, pour revenir à ce que je disais, pardon, donc il y a la mécanique, en fait, on l'a vu un petit peu dans le trailer, d'utiliser Google Maps. Donc, en fait, à un moment donné, Kat est pourchassée, et puis elle essaie de s'enfuir, et finalement, elle est à Berlin, et elle se paume, en fait, dans les rues de Berlin, et elle a un rendez-vous, et il faut l'aider. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que bon, déjà, on a eu des difficultés parce que le mode Street View en Allemagne, il y a pas mal de bâtiments et de choses qui sont floutées. Parce qu'en Allemagne, il doit y avoir une politique un peu particulière par rapport à ça et qui est très bien. Hein. Je pense qu'en fait, chaque habitant a le droit de remplir un formulaire et dire ok, moi ma maison, mon immeuble, je veux pas qu'il soit visible depuis Street View. Voilà, donc il a fait qu'on trouve un quartier de Berlin qui était à peu près visible, en tout cas à l'époque. Et donc là, en fait, dans cette situation-là, Kat va par exemple dire voilà, je suis dans ce quartier-là, je viens de passer telle rue, je crois, ou tel croisement, et là, je suis face à une église en briques rouges. Et c'est tout ce qu'on a, quoi. Et donc, en fait, on va cliquer sur voilà, est-ce que tu peux m'aider à me localiser? Et localiser, en fait, c'est un bouton, on l'a vu dans le trailer, ça va lancer Google Maps, centré sur Berlin. Et là, le joueur va devoir trouver le quartier, se mettre en mode Street View, repérer l'église, et ensuite se mettre un petit peu dans le point de vue de Kat, comment elle est orientée. Il va devoir effectivement tirer parti des informations qu'elle lui a données pour l'aider à se diriger. Et donc, on va avoir une séquence comme ça de jeu où pendant peut-être 3-4 phases de dialogue, en fait, le joueur va devoir lui dire non, là va à gauche, là va à droite, là traverse le pont, fais ci, reviens en arrière. Voilà. Donc ça, c'est une mécanique où vraiment, du coup, on est dans le réel, quoi. C'est-à-dire qu'on est à Berlin, on Street View, on imagine qu'elle est là et on l'aide à s'en sortir. Une autre mécanique qu'on voit à la 4e slide, c'est le fait pour le coup, là, de rentrer une information, vraiment de taper un texte. Alors, c'est jamais un texte, hein. C'est plus des mots-clés. Déjà, on peut lui dire comment on s'appelle, et donc après, ensuite, elle va nous appeler par notre prénom, ou en tout cas par le pseudonyme qu'on lui a redonné pendant tout le reste du jeu. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place très rapidement dans l'idée de créer un lien entre les joueurs et Kat. Et puis, en fait, cette mécanique-là, on l'utilise également parce qu'on fait chercher des informations aux joueurs sur Internet. Donc, sur des sujets qui sont abordés dans le jeu. Notamment sur la partie Monsanto, voilà, biotechnologie, privatisation du vivant. Et là, en fait, on va lui demander de chercher des vraies informations, ce qu'il va trouver généralement sur Wikipédia. Et donc, en fait, avec des mots-clés, des mots de molécules, voilà, ce genre de choses, et pour aider Kat dans son enquête. Alors, bien sûr, à chaque fois, il y a
ce qu'on voulait, c'est que voilà, il y ait cette interactivité, donc déjà en discutant avec Kat, mais également voilà, de faire travailler un petit peu le joueur et puis de lui apprendre des choses, en tout cas de l'intéresser un petit peu à des sujets comme ça qui sont des sujets d'actualité, qui sont des sujets qui nous concernent tous. Donc c'est un jeu qu'on pourrait peut-être même taxer de jeu politique, entre guillemets. Alors, on a eu des réactions parfois assez vives de certains joueurs sur ces sujets-là. Après, nous, on a assumé un autre propos. Mais c'est vrai que c'est également un peu casse-gueule, si vous me passez l'expression, comme positionnement. Dans la mesure où déjà on prend parti et on va finalement aborder des sujets qui sont politiques en quelque sorte. Dans ces mécaniques de jeu, et donc comme je le disais, dans cette idée de faire travailler un petit peu le joueur et qu'il soit vraiment acteur finalement, même s'il est déjà acteur de par les choix, on voulait aller plus loin que ça. On avait ces énigmes-là qu'on lui posait parfois, sachant que la difficulté, c'était de faire en sorte que le joueur ne soit jamais bloqué pour autant. C'est-à-dire qu'en fait, il va pouvoir s'embarquer dans des impasses narratives. C'est-à-dire qu'en fait, si dès le début, vous dites à Kat, non, mais je vais bloquer ton numéro, je te connais pas, laisse-moi tranquille. Du coup, très rapidement, le jeu s'arrête. Il va falloir recommencer si vous voulez aller un petit peu plus loin que ça. Alors, il y a des points de sauvegarde, ce qu'on appelle des checkpoints dans le jeu vidéo. Il y a des points de sauvegarde très réguliers pour faire en sorte que, bien évidemment, le joueur n'ait pas à tout recommencer depuis le début systématiquement. Mais donc voilà, et donc dans ces mécaniques-là d'énigmes, on a dû un petit peu se creuser la tête pour faire en sorte de finalement trouver une astuce narrative pour que finalement, quand le joueur, au bout de 3 ou 4 essais, et quand elle arrive vraiment pas à utiliser Google Maps, parce que c'est pas forcément évident, finalement, Kat va quand même s'en sortir. Sinon, en fait, ce serait dommage que le joueur ne puisse pas continuer l'histoire juste parce que une énigme ou une étape de l'histoire lui pose problème. Je vais passer pas mal de temps sur cette slide-là, mais il y en aura d'autres. On peut de toute façon passer ici maintenant. Il y a des choses particulières dans Somewhere, encore une fois, qui n'a rien inventé de ce point de vue-là. Ça a été fait avant, mais on a essayé d'un petit peu d'y mettre notre sauce et puis de faire quelque chose d'original. C'est que c'est un jeu qui se joue. Alors, déjà, en fait, c'est une fiction interactive. Ça, je l'ai pas dit, mais c'est le genre, on va dire, de jeu vidéo auquel Somewhere appartient. Et je crois que c'est assez clair comme définition. C'est une fiction dans laquelle on peut interagir. Mais c'est une fiction effectivement textuelle. Fiction interactive, c'est vraiment des jeux textuels dans le jargon. C'est une fiction interactive en temps réel. Alors, ça, c'est le petit plus, qui énerve parfois un petit peu les joueurs, mais alors qu'est-ce que ça veut dire une fiction interactive en temps réel? En fait, c'est que le joueur va devoir parfois attendre. D'autant plus que on a inscrit notre histoire dans un environnement, dans un contexte réaliste et qu'on voulait immersif. Donc on a vraiment fait un gros travail là-dessus, mais en gros ce qui se passe, c'est que quand vous allez discuter avec Kat, parfois à un moment donné elle va dire ok, là je dois te laisser, je vais prendre le bus, que je dois aller à un tel endroit, à tout à l'heure. Et peut-être qu'elle en a pour 2 heures pour prendre le bus, parce que nous on a regardé la distance entre Berlin et Hambourg, effectivement il faut tant de temps. Là je vous donne un exemple un petit peu comme ça au pif, mais alors on n'a pas respecté à la lettre les temps de trajet, parce que c'est un peu un road trip cette aventure, parce que parfois c'était vraiment un peu trop long. Mais il y a de ça. Et donc en fait, Somewhere, si vous êtes vraiment au taquet de vos notifications, ça va quand même vous prendre une semaine, quoi. Parce qu'effectivement, il y a cette notion de temps réel. Alors, c'est un sujet qui nous a animé, Thomas et moi, pendant tout le développement, à savoir, est-ce que on laisse la possibilité aux joueurs de désactiver ce temps réel, donc finalement ce temps d'attente, ou pas. Et finalement, j'ai tenu bon. Moi, j'étais plutôt du côté de non, on oblige le joueur à attendre, parce que j'aimais bien aussi l'idée que ce jeu aille un petit peu à contre-courant de
du monde, un petit peu de l'immédiateté, de l'instantanéité dans lequel on vit actuellement. Et puis, en fait, ce que ça apporte également, et ce qui est très intéressant, moi, je trouve, c'est au niveau justement du lien entre Kat, donc, qui est le personnage principal auquel on va a priori un petit peu s'intéresser. Ça va vraiment renforcer le lien entre Kat et les joueurs. Parce que, en fait, du coup, quand on reçoit un message de Kat, on n'est pas, on l'aide, voilà, ça fait peut-être 2-3 jours que ça dure. Et puis, quand elle nous laisse, en gros, bah, on se retrouve un petit peu comme ça sans pouvoir continuer. Alors, effectivement, ça peut avoir un petit côté frustrant, mais ce que je trouve qui est vraiment très intéressant, c'est que finalement, du coup, l'histoire continue. L'histoire continue sans être jouée, le jeu continue, alors que le jeu n'est plus jouable en quelque sorte. C'est pas un jeu auquel on joue quand on veut. C'est le jeu qui décide, en fait. Donc ça, c'est un petit peu particulier. Même si, bien évidemment, quand vous recevez un message de cadre, vous recevez une notification sur votre téléphone, comme si vous receviez un texto ou un message sur WhatsApp ou autre, bien sûr, le jeu va vous attendre. Hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Toujours est-il que, donc voilà, on a ces temps d'attente là qui sont imposés et qui vont comme ça renforcer ce lien, ce qui est quand même assez intéressant. Nous, on a eu beaucoup de retours de joueurs qui nous ont un petit peu raconté ça, et puis on l'a vu, c'est-à-dire qu'en fait, les joueurs, en fait, quand ils sont pris dans le jeu, ils checkent leur téléphone, ils le déloquent, ils regardent s'ils n'ont pas de notification, ils regardent s'ils n'ont pas des nouvelles de Kat. Et puis, voilà, donc ils vont un petit peu gamberger, ils vont se dire, ah, mais attends, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? J'espère que je vais donner des bons conseils, et ainsi de suite. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne bien parce que les gens se plaignent. Alors, si vous allez voir sur les stores, vous allez voir qu'on n'a pas des super notes. Et alors, ce qui ressort, en fait, c'est que je pense que les gens aiment bien le jeu, mais le jeu, bah, il est payant. Et les gens n'aiment pas trop payer sur téléphone. Donc, on s'est fait un petit peu assaisonner là-dessus. D'autant plus que notre façon comment dire, notre modèle économique, en fait, est pas, comment dire, et je pense maladroitement annoncé, ce qui a frustré pas mal de joueurs dans la mesure où, alors sur OS, c'est un jeu premium, donc il faut payer pour l'installer. Sur Android, là où on a notre plus grosse base de joueurs, c'est un jeu qui est gratuit au téléchargement et on peut y jouer genre 20 ou 30% du jeu gratuitement. Et ensuite, à un moment donné, on va demander un micro-paiement unique de 2,50 €, de 3 € pour en fait débloquer la suite du jeu. Et en fait, ça c'est quelque chose qu'on indique dès qu'on installe le jeu la première fois, sauf qu'en fait, en gros, c'est une pop-up hein, qu'on peut faire disparaître très rapidement, et les gens, quand ils installent un jeu, ils ont envie de jouer, ils lisent pas en fait. Donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu maladroit de notre côté, ce qui fait que les gens ont l'air d'être, enfin, c'est ce qui revient, l'impression d'avoir été un petit peu pris en traite, d'avoir été un petit peu pris en otage. Et voilà, on a ce genre de commentaires qui nous disent, voilà, bah moi j'ai passé des jours, et puis ben là maintenant il faut que je paye, bah, vous m'avez fait perdre tout ce temps-là, quoi, finalement. Bon, ça c'est tout un débat, le fait de payer pour des jeux vidéo de manière générale, mais sur téléphone surtout, enfin que ce soit pour des jeux vidéo ou des applications, c'est encore quelque chose qui n'est pas du tout comment dire, démocratisé, dans la mesure où les gens pensent que les applications et les jeux vidéo, enfin ce qu'il y a sur téléphone, c'est Internet, et Internet c'est gratuit. Et voilà, ils font ce raccourci. Enfin voilà, il y a un petit peu ce frein-là au paiement, même si on parle de 2,50 € et de sommes dérisoires par rapport au travail que ça demande. Voilà, c'est quelque chose qui est pas encore vraiment dans les mœurs. Voilà, je vais refermer cette parenthèse qui a été un petit peu longue, mais pour continuer un petit peu revenir un petit peu aux problématiques de développement et un petit peu à comment on essaie de se positionner sur ce jeu. Alors, dans Somewhere, vous n'incarnez pas un personnage puisque vous êtes vous-même. Bien évidemment, vous êtes contacté en tant que voilà, Michel, Jacqueline, voilà, vous êtes vous. Et donc, ça, qu'est-ce que ça induit? Ça induit que, en tout cas en français, il faut faire attention à votre genre. Parce que du coup, quand Kat s'exprime, qui vous adresse la parole, eh bien, elle va le faire différemment si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, puisque en français, on accorde les genres. Voilà. Et de la même manière, quand on va proposer des choix de dialogue aux joueurs ou à la joueuse, bah, il faut qu'on fasse attention à ça. Donc ça a été quelque chose
c'était un travail particulier, c'est-à-dire qu'on a écrit cette histoire sans qu'à un moment donné, à aucun moment, on présuppose du genre du joueur. Donc ça, c'est quelque chose que personne ne remarque, mais parce qu'a priori, on a bien fait notre travail. Parce que du coup, si on s'adresse à moi, voilà, dans un jeu et qu'on me dit j'espère que tu as été attentive, Vincent, moi, ça va me sortir du jeu, forcément. Donc voilà, ça, c'est une problématique qu'on a en français et dans bien d'autres langues. C'est pas quelque chose dont ils doivent se soucier en anglais. Mais pour nous, ça a été une problématique particulière et ça a été également une problématique assez particulière au moment de la traduction et de la localisation du jeu dans certaines langues, parce qu'il a fallu qu'on fournisse ce qu'on appelle un log kit, un kit de localisation à nos traducteurs, avec tout un tas d'indications sur qui parle, à quel moment, qui est cette personne, à qui il s'adresse, voilà, pour que eux ils fassent attention voilà, à cet aspect-là des choses. Alors, il y a déjà des choses que j'ai abordées là-dedans. Là, ce qu'on voit sur la capture d'écran, c'est une fausse mise à jour du système d'exploitation, de la version Android ou d'iOS du téléphone. Donc, comme je disais, on a essayé de créer des mécaniques un petit peu qui brouillent un petit peu les pistes et en tout cas qui vont interloquer le joueur sur les informations qu'on peut obtenir de lui à travers son téléphone. À savoir qu'effectivement, le jeu en fait, va vous demander un certain nombre de permissions au moment de l'installation. Et puis ensuite, nous, ces permissions, on va les utiliser pour créer de la narration et pour créer de l'immersion en fonction de ça. Et si le joueur n'a pas donné certaines permissions, et bien du coup, on a créé des chemins alternatifs. Enfin, on a dû gérer ça du point de vue narratif. Si vous n'acceptez pas d'être géolocalisé par somewhere, vous n'allez pas avoir la même expérience à un moment très spécifique du jeu que si vous l'activez. Voilà, ce genre de choses. Des petites anecdotes intéressantes là-dessus et qui montrent qu'en fait le grand public a encore pas mal de choses à apprendre sur la sécurité de leurs données et sur leur vie privée et sur l'utilisation des smartphones, hein, qui sont des outils de traçage assez formidables, et puis de manière générale sur le Internet et sur les réseaux sociaux et de manière générale. Mais ce qu'on a fait sur Somewhere, c'est que donc on demande alors on ne réutilise aucune des informations qu'on récupère du téléphone, bien évidemment. Somewhere, c'est un jeu qui se joue totalement offline. Vous pouvez jouer en mode avion. Voilà, on utilise, on stocke pas les données, on les partage pas, on sait rien de vous. Hein. C'est juste qu'en fait, on va piocher votre version d'iOS et on va l'afficher à l'écran à un moment donné du jeu pour vous faire croire que ah ouais, attends, tu as iOS 10.1, mais ton téléphone n'est pas sécurisé, on va t'envoyer une mise à jour et ainsi de suite. Voilà. Je pense qu'encore une fois, là, on a plutôt bien réussi parce qu'il y a des joueurs qui ont vraiment paniqué et on a notamment des notes 1 étoile parce que, en fait, les gens pensent parfois que notre jeu, c'est un virus parce qu'effectivement, on leur montre qu'on sait des choses sur eux, entre guillemets, avec finalement très peu de moyens, quoi. En fait, je crois qu'il y a 2 permissions, hein, c'est très, très basique quand on installe le jeu. On l'a tous fait en installant des applications ou en lisant des conditions, en évitant de lire des conditions générales d'utilisation de 30 pages dans un jargon juridique qui est incompréhensible. Donc en fait, on fait un petit peu abstraction de ça pour pouvoir utiliser un service ou un jeu ou un produit sans être embêté, quoi. Mais bien évidemment, généralement, la contrepartie, c'est que des informations personnelles vont être utilisées généralement pour du ciblage publicitaire. Voilà. Donc, selon l'adage maintenant connu, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc voilà, il y a des choses, il y a des choses comme ça qu'on exploite dans Somewhere parce que en fait, du coup, nous narrativement, ça nous a aidés. En fait, à un moment donné, on va menacer un petit peu le joueur, c'est-à-dire qu'en fait, elle est traquée par des hommes en noir, des Men in Black, si vous voulez, un petit peu pour pouvoir représenter. Et puis en fait, voilà, ils l'espionnent, ils la traquent, et puis ils se rendent compte qu'elle est en contact avec vous.
Et donc, du coup, à un moment donné, elle lui dit attention, fais attention à toi. Et puis là, voilà, on est contacté à un moment donné par un autre protagoniste. C'est la première fois que ça arrive peut-être au bout de 30% du jeu, donc c'est déjà une surprise. En fait, il y a d'autres personnages dans le jeu avec qui on va interagir. Et voilà, qui vont vous menacer, qui vont vous dire attention, on sait que tu es en contact avec Kat, et ainsi de suite, on peut savoir où t'es. Et là, si vous avez donné votre permission pour la géolocalisation, et que vous n'êtes pas en mode avion, pour le coup, on va tout simplement prendre vos coordonnées GPS et utiliser un service en ligne qui permet de transformer, en gros, des coordonnées GPS en des informations, comment dire, compréhensibles humainement. C'est-à-dire qu'en fait, on va recevoir une structure de données qui va nous dire, OK, Europe, France, Normandie, Seine-Maritime, Rouen, tel quartier, voilà. Et on va avoir comme ça différents degrés d'information de plus en plus précis. Et donc, en fait, on va au plus précis. Alors, on n'a pas toujours l'information, mais en gros, on est capable de dire, mec, on sait que t'es à Rouen. On sait que t'es à Évreux. Donc, ça fait toujours son petit effet sur les joueurs parce que de pouvoir vraiment textuellement dire où la personne se trouve, parce que mettre un curseur sur Google Maps, ça c'est quelque chose, d'accord, mais vraiment se l'entendre dire, en tout cas, c'est autre chose. Donc on fait la même chose avec le modèle du téléphone, avec la version de l'OS. Voilà, on joue un petit peu avec ça, on s'en sert narrativement et ça fait flipper certains joueurs. Mais donc, bah voilà, ça fonctionne. Alors, je vais avancer un petit peu, je vais essayer d'être un petit peu plus rapide sur la suite de la présentation. Là, ce que je vous présente, c'est un logiciel qui s'appelle Twine, qui est un logiciel open source. Il y a deux versions du logiciel, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est pas. Il y a Twine 1.4 et il y a Twine 2. Twine 2 n'est pas mieux que Twine 1.4.1, c'est pas une évolution, c'est deux versions, enfin deux outils différents. Bon, voilà, c'est les joies des histoires de la vie des logiciels. Toujours est-il que moi, j'ai utilisé la version 1.4 qu'on voit ici à l'écran. Et en gros, c'est un client lourd, c'est-à-dire qu'en fait, une application qu'on installe qui est totalement gratuite, qui fonctionne sous Windows et sous Mac, je crois. Et voilà, qui est très intéressante parce que du coup, elle va nous permettre de vraiment voir visuellement ce qu'on écrit. Enfin, l'arbre narratif qu'on développe, cette histoire non linéaire. Donc là, en fait, il y a un ensemble de fichiers, parce qu'en fait, nous, on a écrit une histoire tellement longue qu'au bout d'un moment, Twine ne suivait plus la cadence, parce qu'il n'est pas exempt de bugs, il y a une fuite mémoire, ce qui fait que, voilà, au bout d'un moment, en fait, il était impossible d'utiliser quand il y avait beaucoup trop de blocs, trop de connexions au niveau de l'interface graphique, ça ne suivait plus. Donc, on a dû tricher un peu et découper notre histoire. Notre histoire, elle se retrouve dans 12 fichiers différents au final. Voilà, donc, bon, je ne sais pas si c'est très visible à l'écran, mais bon, je pense que vous voyez l'idée. On part d'un bloc tout en haut qui s'appelle Start, et on part le joueur, et à partir de là, il a 2, 3, 4 choix de dialogue, et on va éventuellement tirer autant de branches que nécessaire, et puis parfois, on va avoir moins de branches que de choix possible, parce qu'on triche un petit peu, et on sait que on est capable de savoir quel choix de dialogue le joueur fait, et donc c'est comme ça qu'on s'en sort pour avoir autant de choix et avoir comme ça cette impression d'être dans un arbre comme ça un petit peu infini, c'est qu'en fait on va avoir des variantes au niveau des choix de dialogue, et en fait ce qui va se passer, c'est que souvent parce que sinon c'est exponentiel et on peut pas s'en sortir, souvent en fait on va avoir un tronc commun au niveau de la réponse, de la réaction de Kat. On va peut-être avoir juste une petite variante au début de sa réaction, en fonction de si on a fait tel choix ou tel choix. Voilà. Et puis ensuite, on va retomber finalement sur quelque chose de commun dans sa réponse et dans sa réaction. Voilà. Mais donc ça, c'était un travail que Thomas a mené, en fait, d'apporter un petit peu cette fluidité, ces variantes, quoi, en fait, en quelque sorte. J'ai avancé un petit peu, puis ensuite on va voir un petit peu d'où est parti ce projet. Alors c'est sorti effectivement il y a 3 ans, ça nous a pris 1 an et demi de développement, mais c'est parce qu'on l'avait jamais fait. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on pourrait mener un projet similaire en 6 mois, mais là on a appris vraiment
sur le tas, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis développeur de formation, mais j'avais jamais développé sur mobile. Et en fait, Twine, du coup, j'ai fait ce qu'on appelle un fork de Twine, donc qui est un logiciel qui est open source, donc le code du logiciel est disponible et ouvert à tous. Et donc, en fait, j'ai pris ce code-là et puis je l'ai modifié en gros, pour que ça rentre dans un téléphone, quoi. Donc voilà, et puis on a eu beaucoup de choses à faire. On a tout développé, même si on partait de la base de Twine, c'est pas du tout adapté pour être joué sur téléphone. Twine, ça produit du HTML très très simple. Voilà, il a fallu ensuite mixer ça avec d'autres couches logicielles pour pouvoir ensuite utiliser la géolocalisation du téléphone, voilà, pour afficher ça, pour mettre en place des notifications, pour mettre en place voilà, des sons. Là, il y a aussi une ambiance sonore qui est dynamique. On a travaillé avec un musicien, une ambiance sonore en fait qui est pas présente tout le temps. On a, je crois, 6 ou 7 boucles en fait sonores d'une minute 30, voilà, qui vont correspondre à différentes ambiances et en fait qu'on active ou pas au gré, juste en fait en utilisant un mot-clé, voilà. Si dans le titre du bloc, enfin dans un champ du bloc, vous mettez, je sais pas, start sound avec le nom d'une track audio, bon ben voilà, ça va démarrer cette track. Voilà, donc ça, c'est des choses que j'ai développées pour qu'ensuite Thomas, lui, puisse s'amuser avec tout ça pour créer cette histoire. Donc 1 an et demi de développement, à peu près 45 000 mots. Donc 45 000 mots, c'est en gros, c'est un roman, un livre poche d'environ 140 pages. Donc c'est quand même assez conséquent. Ça a été traduit en 6 langues parce qu'on on a trouvé un éditeur donc, qui s'est chargé en fait de faire cette traduction et de publier le jeu. Alors c'était une expérience euh, une expérience très heureuse, on pourra en parler plus tard si vous le voulez. Et plus de 600 000 joueurs, donc sur Android et iOS, et plus de 600 000 joueurs pour un résultat financier au final, là, à l'heure actuelle, d'environ 5 000 euros, donc ce qui est une prouesse, hein, je tiens à le dire. Donc si jamais vous voulez savoir comment ne pas faire d'argent avec autant de téléchargements, je pourrais également faire une présentation complète là-dessus. Mais voilà, au moins un succès d'estime pour nous, puisque le jeu a quand même trouvé son public. Alors, très rapidement, en fait, ce que j'ai appris, moi, de cette expérience, alors j'ai appris beaucoup de choses, hein. Il faut commencer petit. 45 000 mots, c'est beaucoup trop. Et puis en plus, quand vous devez traduire, du coup, ça coûte d'autant plus cher. Il faut savoir que la traduction, c'est en général autour de 10 centimes le mot. Donc, faites le calcul, 45 000 mots, ça fait déjà 4 500 euros. Voilà. Et puis, vous voulez le traduire, après vous multipliez par le nombre de langues, sachant qu'il y a des langues, bien sûr, qui sont plus chères. Traduire du français au chinois, c'est pas le même prix que de traduire de l'anglais à l'italien, par exemple. Voilà. Écrire la fin de l'histoire. Alors Thomas également, qui avait écrit quelques nouvelles, mais qui n'est pas un auteur, hein, qui est développeur également, qui a fait des études d'histoire, qui a eu différents métiers dans sa vie, mais bon, qui est loin d'être un professionnel de l'écriture. Voilà, en fait, ça c'est quelque chose qu'on a appris un petit peu à nos dépens. Il faut toujours commencer, quand on doit écrire un scénario, une histoire, par le début et la fin. Et puis ensuite, voilà, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est tous les auteurs un petit peu, enfin tous les professionnels, enfin 95% des gens adoptent cette méthode, hein. Il faut écrire le début et la fin pour savoir où on va, et puis ensuite entre les deux, en général, c'est à ce moment-là qu'on brode entre guillemets, voilà. Mais ce qui est important, voilà, le scénario il doit tenir sur une page, quoi, au début. Mais voilà, il faut que ce soit carré, en tout cas, il faut déjà qu'il y ait quelque chose et qu'il y ait quelque chose qui se tienne. Il faut montrer son travail. Alors là-dedans, il y a des choses, c'est pas que des choses qu'on n'a pas fait, il y a des choses qu'on a faites plutôt bien. Montrer son travail, créer une communauté, alors ça on l'a fait. Français, anglais, ça c'est le minimum. Si vous pouvez écrire un scénario, enfin après ça dépend de ce que vous voulez en faire, hein, de ce que vous voulez créer, quoi. Mais en tout cas, dans le domaine du jeu vidéo, il faut que ce soit au moins en anglais. Si vous écrivez en français, ben ensuite il faut au moins le traduire en anglais pour toucher un public un peu large. Et puis ensuite, les autres langues, il faut qu'elles viennent après, si déjà l'anglais a à peu près fonctionné. C'est généralement comme ça que ça fonctionne. Faire des playtests tout le temps, corriger et recommencer. Il faut très très souvent tester, éviter le crunch. Alors ça c'est pareil, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas fait du tout.
Un an et demi de travail, moi je travaillais au moins 60 heures par semaine, c'était souvent plus 70-80. Pendant un an et demi, je n'ai quasiment pas pris de vacances. Et j'ai terminé bien sûr en burn-out complet. Et j'ai mis voilà, ce qui me restait de chômage, c'est-à-dire 6 mois, à m'en remettre. Et voilà, donc ça c'est des choses à ne pas faire. Mais c'est toujours difficile quand on travaille dans son lieu de vie et puis qu'on est comme ça animé par un projet, c'est très très difficile de se mettre des limites. Et la dernière phrase, en fait, c'est un adage en fait qu'on entend beaucoup dans le monde du jeu vidéo indépendant et du développement. Alors, le jeu vidéo indépendant, ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure, mais le jeu vidéo indépendant, en gros, c'est des jeux qui sont développés par une ou deux personnes, voire un petit peu plus, mais en tout cas, voilà, c'est des très très petits studios avec très peu de moyens. Euh, et ce qui se passe, c'est que il y a 1000 jeux qui sortent par jour sur toutes plateformes confondues. Et donc, pour sortir du lot, eh ben, il faut vraiment quelque chose de particulier, quoi. Et c'est un milieu qui est extrêmement compétitif. Sur mobile, c'est vraiment très, très dur, parce qu'en plus, c'est très dur enfin, c'est difficile de monétiser. Les modèles économiques sont pas toujours très, très satisfaisants. Nous, c'est interdit de mettre de la pub et des micro-paiements tous les 3 dialogues qu'on aurait pu, hein, mais c'est pas du tout ce qu'on voulait faire. Voilà, et donc du coup, l'adage, c'est ça, c'est de donner le meilleur de soi-même et s'attendre au pire. Si vous vous en tenez à ça, a priori, vous n'aurez pas de mauvaise surprise, mais parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, malheureusement, parce que c'est très très dur. Voilà, alors, assez parlé de Somewhere, je vais parler un petit peu maintenant de l'origine de Somewhere, en fait, comment c'est venu, et un petit peu l'origine de la fiction interactive. Alors, la première fiction interactive, c'est Zork, c'est ce qu'on appelle les jeux à parseur, où voilà, on a effectivement une narration, on a un jeu textuel, et là, on va interagir, et on va même écrire en fait ce qu'on fait. Ça, c'est assez bluffant, et c'est un des tout premiers jeux. Alors, je ne suis pas aussi calé que Jean Z, et j'avoue que j'ai pas bien fait mes devoirs là-dessus. Alors, je pourrais pas vous dire l'année, mais alors, c'est vraiment très vieux. Ça a au moins 50-60 ans, je pense. Euh, donc voilà, là en fait, on va aller décrire nos actions avec un certain nombre de, de mots. Donc, on a un vocabulaire. On peut faire go, tech, voilà, open, look, voilà. Et en fait, donc, on nous décrit un lieu, une situation, et en fait, à vous d'interagir dans cette situation avec des mots, hein. Donc, en fait, si on vous parle, effectivement, si vous êtes face à une maison avec une porte, vous pouvez, je vous conseille même de tester, de faire open door. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et donc, parfois, vous allez découvrir des interactions. Alors, il faut aussi tester un peu. Donc, le parseur va vous dire si c'est pas possible. Et parfois, il y a des choses comme également assez drôles, parce que les développeurs auront prévu un certain nombre de cas. Et puis, ça donne des choses assez magiques. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce monde-là textuel, les objets ont aussi des propriétés. Et donc, par exemple, une maison en bois, c'est inflammable. Si jamais vous avez une torche à la main, vous pouvez sûrement faire des bêtises. Voilà. Donc ça, c'est Zork. Alors l'inspiration ensuite, c'est pareil, ça a été évoqué tout à l'heure. L'inspiration à la base de Somewhere, c'est évidemment les livres dont vous êtes le héros. Moi, j'ai grandi dans les années 80 et j'ai eu ça entre les mains, notamment Le Sorcier de la Montagne de Feu, qui est, je crois, le premier du genre. Voilà, si jamais vous ne connaissez pas, ça ressemble à ça. Donc c'est vraiment ça, hein, c'est une suite de paragraphes. Si vous les lisez dans l'ordre, ça n'aura aucun sens parce qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Effectivement, à la fin de chaque paragraphe, vous allez avoir des options euh, voilà, et vous allez en fait tracer votre cheminement comme ça au sein de cette narration en branchement. C'était des bouquins où il y avait quand même assez peu d'illustrations généralement, et je me rappelle que moi étant gamin, quand on tombait, voilà, donc là c'est le paragraphe 103 qui est illustré, quand on tombait dans un paragraphe qui était illustré, c'est un petit peu la récompense. Donc là, on a un magnifique troll en l'occurrence. Excusez-moi. Alors, une autre inspiration, bien sûr, bien plus proche, celle-là, pour le coup, c'est Lifeline. Donc, c'est la première fiction interactive en temps réel qui est sortie sur mobile, à ma connaissance. Euh, et voilà, donc vous retrouvez exactement l'ADN de Somewhere, en tout cas dans le fonctionnement, dans le concept, hein, parce que c'est vraiment ça. C'est voilà, des choix. Alors, vous voyez que Lifeline, donc 2 choix.
Lifeline, ça se passe, c'est de la science-fiction. Hein. C'est de la science-fiction. On est échoué sur une planète inconnue. Voilà, il se passe des choses bizarres. Et puis voilà, avec un système de notification, bien sûr, pour rester connecté avec le joueur, parce qu'il y a également cette notion de temps réel. Une autre inspiration, c'est In Memoriam. Alors ça, c'est un jeu du début des années 2000. Alors, si peut-être que vous connaissez, c'est un jeu PC, Mac, voilà, qui s'installe de manière tout à fait classique. Et la particularité de ce jeu, c'est que donc on va avoir une interface graphique assez sommaire, mais en gros, on doit mener une enquête et on doit en fait traquer un tueur en série. Donc c'est un polar et en fait on va c'est Alexis Numérique, je crois le développeur, ça a été édité par Ubisoft à l'époque et ce qu'ils ont fait en fait les devs, c'est qu'ils ont développé toute une petite galaxie de sites sur le web en lien avec le jeu. On peut avoir le site peut-être d'une compagnie de vente de télévision par exemple, je dis n'importe quoi. S'il y a ça dans le scénar, on va taper sur Google ou sur un autre moteur de recherche le nom de cette boîte-là, fictive. On va tomber sur un site. Voilà, donc tout paraît réel. Tout paraît réel. Donc ça, c'est encore une fois, c'est un petit peu la force de la chose. C'est ce qu'on a essayé un petit peu de recréer avec Somewhere. Tout paraît réel et ils ont même poussé. Donc voilà, pour terminer mon propos, on va trouver des indices, des mots-clés, des choses comme ça dans ces sites-là, en cherchant, en fouillant un petit peu. Et puis on va retourner dans l'interface du jeu, on va peut-être du coup pouvoir débloquer une énigme ou rentrer un mot, voilà, un endroit de l'interface qui va nous permettre, du coup, voilà, peut-être ça va débloquer une vidéo, et on va avancer comme ça dans l'histoire. Ils ont poussé le réalisme jusqu'à en fait on pouvait recevoir des textos. Moi, je me rappelle, je vivais à Paris à l'époque avec ma copine et on recevait parfois des textos à 2h du mat du tueur en série lui-même. On recevait des coups de fil. Donc, c'était quand même assez flippant. C'était très, très immersif. Et puis, on pouvait même, parfois, on pouvait trouver un numéro de téléphone, on pouvait appeler et Alexis Numérique avait même embauché des comédiens qui répondaient au téléphone et qui jouaient un personnage ou un autre dans le scénario, qui nous répondaient, qui nous donnaient des pistes, ainsi de suite. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez unique. Et c'était maintenu, je crois, jusqu'en 2014, parce que du coup, en fait, tous ces sites, il faut les héberger, ces comédiens, il faut les payer. Pour la partie comédien, qui était vraiment le summum hein, dans le genre, je pense qu'ils n'ont pas payé des comédiens entre 2003 et 2014 juste pour répondre au téléphone. En tout cas, les sites ont été maintenus, en tout cas, le jeu était jouable. C'est toujours la problématique avec ce genre de jeu. Dès qu'il faut... dès que c'est pas un jeu comment dire offline, il suffit de l'installer sur un PC pour y jouer. Bah voilà, et au bout d'un moment, les infrastructures, les coûts d'infrastructure font que bah voilà, on peut pas maintenir un jeu comme ça en vie des dizaines d'années. Mais il a tenu, je crois, jusqu'en 2014. Voilà, donc ça, c'était un jeu très très particulier, moi, qui m'avait marqué à l'époque. Voilà, maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on voit arriver depuis pas mal de temps maintenant en termes de narration dans les jeux vidéo, notamment dans les jeux vidéo indépendants. Alors, Jean Z, on a déjà défriché un petit peu le terrain sur ce sujet-là. Moi, effectivement, je m'intéresse plus à la narration proprement dite et différents types de narration. Alors, il y a ce qu'on appelle la narration émergente. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment fabuleux. C'est le fait qu'en fait, le développeur ne va pas écrire une histoire en fait de but en blanc. Il ne va pas écrire un scénario. Il va écrire en fait juste des mini-histoires, quoi. Juste des petits blocs. Vous voyez là, en fait, en bas à gauche, c'est l'exemple d'une histoire, quoi. Donc voilà, vous voyez, c'est 4 lignes avec 3 choix possibles. Donc toujours cette notion de choix. En fait, on met le joueur devant une situation et il va devoir réagir, il va devoir faire un choix. Et comment ça fonctionne, c'est que en fait, et pourquoi c'est fascinant, c'est qu'en fait, dans Faster Than Light, vous devez parcourir un certain nombre de secteurs. Comme ça, vous êtes dans un vaisseau, vous êtes traqué par la flotte de l'Empire, et bref, et vous devez comme ça vous enfuir, arriver à la fin de chaque secteur avant d'être attrapé. Et donc vous allez faire, vous voyez déjà en bas à droite, ça représente un secteur, vous avez déjà des choix à faire en termes de route. Vous pouvez aller à chaque fois que vous êtes à un point d'étape, entre guillemets, vous allez peut-être avoir 1, 2, 3, 4 choix en fait autour de vous, vous allez pouvoir rejoindre un autre point. Et ce qui se passe, c'est que donc les développeurs, ils ont écrit des dizaines, peut-être même des centaines, je ne sais pas, des petits événements comme ça. Ça peut être, vous arrivez dans un champ d'astéroïdes. Du coup, alors, est-ce que vous essayez de foncer pour le
le traverser le plus vite possible, ou est-ce que vous essayez de naviguer et d'éviter, ou est-ce que vous coupez les moteurs, j'en sais rien. Donc, ça peut être ce genre d'option. Donc ça va être une situation. Et des situations comme ça, disons qu'il y en a 100. Et ce qui va se passer, c'est que le jeu, en fait, quand vous allez arriver à un point, il va en fait... alors, il y a un dosage, un jeu très bien équilibré. Il va choisir, peut-être que, voilà, peut-être, alors je vous dis des choses un petit peu comme ça, à titre d'exemple, mais peut-être que 50% du temps, vous allez rencontrer un vaisseau ennemi. Ok. Donc là, c'est le cas qu'on voit en haut à droite. Vous êtes en plein combat face à un autre vaisseau, mais peut-être que vous allez tomber sur un marchand pour 10% du temps, et peut-être que 40% du temps, vous allez tomber sur une de ces petites histoires. Et en fait, ce que fait le développeur, c'est que, en gros, il développe un algorithme, en gros, qui va aller piocher, voilà, disons qu'on a 100 histoires dans un chapeau, il va aller piocher aléatoirement une histoire là-dedans, et il va la présenter aux joueurs. Ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que les secteurs eux-mêmes sont générés de manière aléatoire. Et ensuite, ce qui s'y passe à chaque point, c'est également aléatoire. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a jamais deux parties identiques. Et finalement, juste avec... alors juste, moi qui ai développé des jeux, je sais que c'est énormément de travail, mais en gros, avec ces recettes-là, vous pouvez développer un jeu où vous ne vivrez jamais deux fois la même partie. Comme il n'y a pas deux parties d'échecs similaires, si on dépasse 20 coups, bon, bah, voilà, ce sera, ou même moins, ce sera la même chose. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la narration émergente, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez vivre une histoire unique à chaque fois, quoi. Moi, j'ai des souvenirs de parties de Faster Than Light qui remontent à plusieurs années maintenant, et c'est des choses qui m'ont marqué, quoi, parce que j'avais vraiment l'impression de vivre une histoire épique, parce qu'il s'est passé plein de choses, parce que voilà, il y a des runs, des parties qui sont très très marquantes grâce à ce procédé. Un autre exemple de narration émergente, alors là, totalement dans un autre genre, c'est PlayerUnknown's Battleground, donc qu'on appelle PUBG dans le milieu des joueurs. Là, c'est un jeu de tir à la première personne, donc un FPS, un first person shooter, donc c'est un genre qui est très très répandu. On joue à la guerre, quoi, voilà, c'est très basique, mais qui a la particularité d'être un battle royale. Donc un battle royale, en fait, c'est un jeu où il faut être le dernier survivant. Et donc dans PUBG, en gros, vous êtes 100 personnes, 100 joueurs dans un avion. C'est un jeu qui est uniquement multijoueur. Vous êtes 100 personnes dans un avion, et puis vous passez au-dessus d'une île, et vous sautez tous en parachute à un moment donné. Et vous allez vous retrouver sur l'île, et vous arrivez vraiment en slip, quoi. Vous n'avez rien, et vous devez voilà, balader sur l'île, trouver, il y a des maisons, des bâtiments abandonnés, vous devez trouver une arme, une armure, voilà, trouver de l'équipement pour survivre, tout simplement, et puis dès que vous voyez quelqu'un, il faut tirer dessus, voilà, il faut survivre. Donc c'est un jeu qui est très intéressant parce que, en fait, encore une fois, il y a une narration émergente qui est très très forte dans ce jeu-là. Il n'y a jamais de partie pareille, parce qu'il y a tout un tas de paramètres qui font qu'on ne joue jamais deux fois la même partie. L'itinéraire. Donc, je disais que l'avion survolait l'île. En fait, cet itinéraire, la manière dont il survole l'île, c'est défini aléatoirement. Donc, peut-être qu'il va d'une partie la survoler du sud vers le nord ou de l'ouest en est. Voilà. Donc, il y a toujours comme ça un angle particulier qui est pris par l'avion, ce qui fait qu'en fait, déjà, ça, c'est une variable. Parce qu'en fait, quand on saute de l'avion, on ne peut pas aller n'importe où sur l'île. On ne peut pas se déplacer autant qu'on veut en parachute. La descente est assez rapide, et donc, en fait, en gros, on va tomber sous l'itinéraire de l'avion, à peu de choses près. Donc finalement, ça va limiter en fait, on va dire l'espace dans lequel vous allez pouvoir vous retrouver à terre une fois que vous aurez atterri. Et la dispersion des joueurs sur cette carte-là. Donc ça, c'est le drop. Quand on drop, en fait, c'est quand on saute de l'avion. Donc l'itinéraire, c'est une chose, et du coup, à quel moment vous allez sauter de l'avion, c'en est une autre. Le loot, alors le loot, c'est encore une fois un terme de gamer, c'est l'équipement. Est-ce que vous allez trouver de l'équipement? Est-ce que vous jouez en équipe ou pas? Donc c'est un jeu qui peut se jouer tout seul, mais c'est également un jeu qui peut se jouer en équipe, donc à 2, 3 ou 4. Mais c'est toujours 100 personnes sur la carte, ça c'est la base. Donc si jamais vous jouez en mode dans une équipe de 4 avec 3 amis, et bien du coup il y aura 25 équipes. Voilà. Donc là en fait quand vous jouez en équipe, il faut jouer avec un casque et un micro, il faut idéalement que vous puissiez vous parler pour vous avertir, pour vous synchroniser dans vos déplacements, il faut rester groupé. Voilà, donc ça c'est encore une fois, jouer tout seul ou jouer à 4, c'est deux expériences totalement différentes alors que c'est le même jeu, quoi. Est-ce que vous allez rencontrer des adversaires? Et puis, il y a également la zone, c'est-à-dire qu'en fait, les parties sont assez courtes dans la mesure où
la carte est relativement grande, mais en fait, il va y avoir un cercle concentrique qui représente, qui englobe l'ensemble de la carte au début, et puis qui va régulièrement, à intervalles réguliers, se resserrer. Et donc, en fait, il faut absolument rester à l'intérieur du cercle à chaque fois, sinon c'est game over. Donc, du coup, forcément, fatalement, on comprend bien que les joueurs vont devoir forcément finir par se rencontrer. Et à la fin, en fait, ce cercle, il fait vraiment dans la vie réelle, il ferait peut-être, je sais pas, 3, 4, 5 mètres de circonférence, donc c'est très petit. Donc voilà, donc, on comprend bien qu'au bout d'un moment, on va être vraiment nez à nez avec l'autre dernier survivant, et que voilà, c'est celui qui appuie sur la gâchette en premier qui va gagner la partie. Voilà, donc ça, PUBG, c'est un exemple de narration émergente qui est très fort. Alors moi, j'y ai joué pas mal, c'est absolument traumatisant, surtout quand on joue tout seul, parce que c'est extrêmement stressant. La dimension sonore dans ce jeu est extrêmement importante. Il faut absolument jouer avec un casque parce que le son est spatialisé et que donc il faut être sur ses gardes. En fait, quand on est dans un bâtiment et qu'il y a quelqu'un à l'étage, on l'entend. Et donc il faut agir en conséquence. Il faut également parfois se déplacer à plat ventre pour pas faire de bruit, justement. Ensuite, il y a tout un tas de techniques qui se développent. Quand on peut trouver des vêtements sur la carte pour s'habiller, sinon on est vraiment en slip, effectivement. Et c'est un peu ridicule. Et si on met des chaussures, on va faire un tout petit peu plus de bruit que si on est nu-pied. Donc les joueurs qui sont un petit peu expérimentés, c'est ça qu'il ne faut pas mettre de chaussures. Voilà. Donc toutes ces choses-là font qu'en fait ça crée vraiment une expérience très particulière et où deux parties ne se ressemblent pas et où on vit vraiment des moments qui sont marquants et qui ne laissent pas indifférents. Un autre type de narration que je voudrais évoquer, c'est la narration procédurale. Là, en fait, c'est du texte, en gros, qui est généré par un algorithme. Ça, c'est pareil, c'est assez fascinant parce que, en fait, on peut vraiment créer des expériences uniques et vraiment très, très diversifiées grâce à ce genre de méthode. C'est-à-dire qu'en fait, donc, dans Voyageur, qui est un jeu indépendant d'exploration spatiale, pour faire court, le développeur a mis en place tout un système de narration procédurale, ce qui fait qu'en fait, vous n'allez jamais effectivement tomber deux fois sur la même description, vous n'allez jamais deux fois vivre la même chose, puisqu'en fait, l'algorithme va aller piocher aléatoirement des descriptions pour les objets, pour les choses que vous allez vivre et rencontrer. Donc, pour une planète, eh bien, tout simplement, en fait, on va avoir on va aller choisir, en fait, est-ce que c'est une planète gazeuse, est-ce que c'est une planète tellurique, est-ce que c'est une étoile, je ne sais pas, voilà. Et ensuite, du coup, si c'est une planète tellurique et qu'on peut se poser dessus, alors du coup, il y a tout un biome à décrire, la faune, la flore, est-ce que c'est désertique, est-ce que c'est luxuriant, quel genre d'animaux. Et quand vous allez regarder une fleur, on va aller générer procéduralement la description de cette fleur. Voilà, c'est une fleur violette, machin, qui sent telle odeur, ainsi de suite. Et donc tout ça, en fait, on va donner finalement, on va alors, les mots ne sont pas inventés, bien sûr, il faut quand même les donner à la machine à un moment donné. Donc, on va définir un certain nombre d'adjectifs possibles pour une planète, pour une fleur. Il va y avoir une couleur, une odeur, voilà, une taille, je ne sais pas, des épines ou pas, la forme des pétales. Voilà, donc toutes ces choses-là, vous allez en fait définir toutes les possibilités. Et puis, en fait, pour ensuite, chacun de ces caractéristiques va être pioché aléatoirement par l'algorithme, ce qui fait que vous n'allez jamais rencontrer deux fois la même planète, c'est évident, c'est impossible. Et en fait, si vous appliquez ce système aux membres d'équipage, à des membres des personnages que vous pouvez rencontrer, et à chaque objet que vous regardez, ainsi de suite, vous retrouvez devant finalement un monde qui paraît infini, quoi, et que vous pouvez explorer à loisir. Et voilà, donc là, je ne vous parle pas des mécaniques de jeu, mais je vous parle juste de la partie narrative dans ce jeu-là, qui est du coup très intéressante, je trouve. Bandersnatch, on l'a évoqué tout à l'heure, donc je vais passer vite dessus. Donc effectivement, c'est la version livre dont vous êtes le héros transcrite au cinéma. Il y a des spectateurs qui se sont amusés en fait à recréer l'arbre des embranchements de Bandersnatch en explorant un petit peu toutes les possibilités. Donc voilà, ça donne ce genre de choses. Ça ressemble au schéma que vous avez pu voir pour Somewhere. C'est toujours un petit peu le même mode de représentation. Alors, voilà pour un petit peu ma présentation sur la partie jeux vidéo proprement dite.
Alors, moi, je suis développeur de formation, j'ai un master en génie logiciel, et puis aujourd'hui, je suis ingénieur d'études à l'université de Rouen. C'est le travail qui me fait manger, mais j'ai une auto-entreprise à côté de ça, à travers laquelle je produis un certain nombre de choses. Donc, Somewhere, c'était un jeu vidéo narratif, là, donc on a vu, et puis là, dernièrement, je m'intéresse avec un associé à développer des expériences de visite ludique et interactive de mise en valeur du patrimoine. Donc, on avait commencé à Paris et puis j'ai continué à Rouen. Euh, Paris Mystère et Rouen Enigma, c'est une initiative personnelle qu'on essaie de monétiser, mais donc en gros, qui vont voilà, proposer comme ça aux utilisateurs un parcours, une sorte de jeu de piste dans la ville, où Non, j'avais prévu un bolino là. Oui, oui, allez-y, allez-y. où en fait, j'en termine rapidement, où en fait, à chaque étape du parcours, on va aller proposer des petites énigmes et des mécaniques de jeu aux utilisateurs. Voilà, voilà, donc pour mettre en forme en fait une sorte de chasse au trésor, voilà, mais sur téléphone, en s'appuyant sur le patrimoine d'un lieu. Bon, qu'on trouve intéressant, donc avec bien évidemment généralement un fil narratif, mais qui permet en fait de recréer du lien entre les habitants et leur territoire. Donc c'est maintenant un petit peu la direction qu'on prend avec mon associé. Donc ça, c'est des applications qui sont disponibles sur Android et iOS. Et puis on est en train de travailler sur d'autres choses. Il y a une application qui va sortir début juin, donc pour le bicentenaire de la naissance de Flaubert. Donc on travaille là-dessus avec la métropole. Et puis on s'est également rapproché de la mairie de Rouen on aimerait beaucoup développer une application sur le street art parce qu'on a la chance d'avoir un territoire ici qui est très très riche de ce point de vue-là, avec des artistes que je trouve remarquables et donc on aimerait vraiment faire quelque chose autour de ça. L'idée ce serait de faire une sorte de Pokémon Go, voilà sur le street art.